Bonjour Peter. Peter. Comment C'est est-ce que je agréable. prononce comment je prononce ton prénom Peter avec l'accent français? Non, 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 mais c'est très bien. Merci beaucoup, Enrique. Maintenant, on va lancer les nouvelles éditions un petit peu. On va changer. On est ouvert. On va essayer maintenant de faire tout en français. Mhm. Et parce que c'est aujourd'hui, toutes les parties interview va être en français. En début, vraiment désolé pour toutes les fautes qu'on va faire. Quand je suis Ouais. polonais, je vais essayer de faire mieux en français. Aussi, Enrique, on va essayer de faire un maximum pour vraiment que les gens nous comprennent. Bon, on va présenter notre premier invité en français. Lui, bien sûr, il vient de la France. Il s'appelle Emmanuel Natchist. On va voir si j'ai prononcé correctement son prénom. Emmanuel, bienvenue au Bin Café. Bonjour, bonjour Henrik, bonjour. Alors, du coup, Piotr ou Peter, comment... Non, non, Piotr, Peter. Piotr, s'il te plaît, on va pas commencer tout de suite comme ça. Non, Piotr, Piotr. Piotr, Merci. merci de le faire en français, du coup, parce que c'est plus facile pour moi. Oui, pas grave. On va pas cacher, c'est pas facile pour nous, mais c'est pas grave. On va y arriver. Ouais, si besoin, j'essaierai de faire un effort, soit dans la Bon, langue de Cervantes, soit que dans la langue de ce Shakespeare. qui va se passer, Emmanuel, je pense on va mélanger les langues parce qu'il y a quand même dans le parti dans le parti de toutes les nomenclatures BIM, on va trouver beaucoup anglicismes et on va voir comment on va se débrouiller. Enrique, est-ce qu'on a des plans de notre interview aujourd'hui? Mais bien sûr, regardez ça. On devient meilleur marketing dans la présentation. Regardez quelle belle présentation j'ai préparée pour introduire Emmanuel. Donc, lui, d'abord, c'est le plan qu'on a fait avec Emmanuel. Une petite présentation, c'est qui Emmanuel, il fait quoi et ses affaires dans la formation de BIM, son rôle dans le Building Smart France. Et après, on fera une petite discussion ouverte avec la situation de BIM, particulièrement en France, et comment est-ce qu'Emmanuel regarde le BIM dans le futur de la construction, tout ça. C'est plutôt c'est seulement la base, et après on commence à parler, si on finit en parlant de football, il n'y a pas grave. Non, ça me va, hein. Il n'y a pas de problème avec toute cette partie, tous les points des 4 points. Mais Emmanuel, je ne sais pas, est-ce que tu sais, mais moi, je cherche toujours les retours sur investissement. Ok, ça, c'est mon point principal de toutes ces discussions. Parce que BIM, j'adore. Toute cette partie du Building Information Modeling, ça, je pense, c'est vraiment du futur des constructions. Mais je voudrais savoir où se trouve d'argent dans cette histoire. Parce que je voudrais avoir des investisseurs qui je peux répondre. Si tu vas investir 1 euro demain, en 50, ça va être les retours pour toi, pour des futurs d'aventures de BIM. Pas facile aujourd'hui, hein? Pas facile, c'est vrai, mais alors il y a une expression française, je suis désolé, j'ai plus le nom de l'auteur qui l'a produite. Si vous trouvez que la connaissance coûte cher, demandez-vous combien coûte l'ignorance. C'est-à-dire que ça On coûte est beaucoup plus d'accord. cher de ne pas savoir faire que de savoir faire correctement. Et le retour sur investissement, ça reste quand même avant tout le fait qu'on puisse avancer. Et voilà, la même question pourrait se poser, quel est le retour sur investissement d'un smartphone? Ça coûte cher, ça ne sert à rien. On peut très bien le faire avec un bon vieux téléphone à clapet d'il y a 20 ans. Hein. Donc, le retour sur investissement, il est plutôt sur les choses ont évolué et il faut vivre avec son temps. J'aime bien cette partie parallèle avec les téléphones portables et comment on peut faire, comment on peut utiliser. Je suis d'accord avec toi parce que quand regardons toutes les transformations de numérique des différents types de branches d'activité, malheureusement des constructions, il y en a une des dernières qui est suivie de toutes les parties des changements. Et il y a bénéfices partout, comme moi je vois déjà, mais bon, je veux vraiment avoir aussi des outils, de façons, des process qui permettent de montrer aux gens qui quand même, qui veulent avoir cette retour d'investissement. Alors, en Ok. fait, juste un point historique, à quel moment est-ce qu'on démarre le BIM? Et ça, c'est une vraie question. Moi, je le démarre à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. À savoir que quand on commence quelque chose, une maquette pour faire une pyramide quand on est dans le monde de l'Égypte, ou une cathédrale quand on est dans le monde du Moyen-Âge, ou à Barcelone, la Sagrada Familia, il n'y a jamais eu de plan, il y a toujours eu des maquettes, et il suffit de visiter la Sagrada Familia pour s'apercevoir qu'on a toujours travaillé de manière collaborative sur une maquette. Si ce n'est pas ça la définition du BIM, je ne sais pas ce que c'est. Oui, jamais dit ça, c'est bien, hein?
Ouais, pas mal, pas mal, hein. C'est les bons rappels, mais dans les parties maquettes, il n'y a pas toujours les notions d'information qui vient avec les éléments. C'est-à-dire, tu peux faire le Dans maquette. les numériques, on passe sur les pyramides. Ça, c'est L'information, c'était le coup à boire après le chantier. Hein, quand le menuisier allait parler au maçon qui parlait avec je sais pas, le couvreur, tout le monde buvait un coup et on se mettait d'accord très rapidement. L'information, elle a toujours circulé. En fait, Ok. si on regarde le mode de fonctionnement de la collaboration, il n'y a pas que le côté traitement de l'information numérique. Il faut prendre l'information dans sa globalité, quoi. Pas mal, pas mal. J'aime bien en comparaison de voir des coups après les chantiers. Ça, je pense que c'est assez fréquent. Ok. Allez, on va commencer avec l'entretien. J'ai un peu parlé, mais d'abord, on va avoir une présentation d'Emmanuel. C'est qui Emmanuel? Et j'aime bien donner la parole à notre invité pour lui présenter lui-même, parce qu'il n'y a pas de personne qui connaît Emmanuel mieux que Emmanuel lui-même. Donc, vas-y, Emmanuel. Je ne sais pas. Donc, effectivement, je suis topographe à la base. Je suis diplômé ingénieur topographe. Et je suis toujours passionné par la topographie. Et c'est comme ça que je suis arrivé au monde de la maquette, puis du BIM. Je travaillais dans différents domaines avant d'intégrer l'enseignement supérieur, où je développais des projets de recherche sur tout ce qui était modélisation de l'existant. Et petit à petit, j'ai délaissé ce rôle d'enseignant-chercheur pour aller sur des postes plutôt organisationnels, fonctionnels, pédagogiques. Donc aujourd'hui, je suis directeur du développement d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESITC Paris, qui est une école qui forme des cadres des chantiers, bâtiments, travaux publics, génie civil. On forme des ingénieurs en 5 ans. Et une des spécialités réelles de nos étudiants, c'est d'être très, très proche de la réalité chantier. D'où l'intérêt de former au monde du BIM. Et j'occupe principalement un poste de responsable d'un incubateur de start-up dédié à la smart construction, construction 4.0 et tout ce qui va tourner autour du numérique dans le bâtiment. En parallèle, effectivement, je suis membre de Building Smart France, chapitre français, et je suis administrateur pour la partie formation, recherche et développement. Et j'ai eu en charge, avec une équipe autour de moi, de monter 2 très gros projets pour la France. Le premier, c'était la création de ce qu'on a appelé les labellisations de formation Open BIM. On en reparlera tout à l'heure. Former au BIM, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'on ne forme pas un logiciel, on forme à une approche et des méthodologies, à des processus. Et donc, on a créé un label qui permet aux gens de se reconnaître dans ces formations. Et j'ai été la personne qui a mis en place la certification individuelle de compétences développée par Building Smart International. Donc voilà un petit peu mes activités Pas mal, hein, pas mal au quotidien. Bravo, bravo. Je pense que ça, c'est pas mal. Tu vois, on va trouver des retours sur investissement. Je suis sûr et certain. Bon, donc, en bref, il y a deux petites structures que je vois dans ton profil, Manuel. C'est le côté de la formation, le côté de l'implémentation du BIM, et comment BIM se développe avec la recherche de nouveaux projets et le développement des chantiers numériques. Je peux mettre cette parole ensemble, chantier numérique. Donc, d'abord, je vais commencer par le côté de la formation, parce que je suis intéressé, c'est la première fois qu'on a quelqu'un ici qui fait de la formation, ou au moins qui est dans le domaine de la formation des étudiants lié au BIM. Donc, on voulait savoir comment est-ce que les étudiants s'approchent au BIM. Et dans votre école, à l'ESIC de Paris, c'est quoi la façon que vous donnez le cours BIM ou les programmes de BIM? Alors en fait, il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, la plus simple et la mauvaise, c'est de dire on fait de la formation à un logiciel de création d'une maquette numérique. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, vous faites du BIM. Non, on n'en fait pas. Le BIM, c'est avant tout un process. Et donc, dans la formation, il faut impérativement que les étudiants comprennent le déroulé méthodologique de l'intégration de l'information dans le partage, la co-conception, la co-réalisation, et que l'objet du projet, ça reste le projet lui-même, c'est-à-dire la construction. On n'est pas là pour faire de l'informatique, on n'est pas là pour faire des modèles 3D, on ne fait pas de l'infographie, on fait bien de la construction. Et l'objet de la formation en BIM, c'est de montrer comment on va piloter, manager un projet depuis l'avant-projet sommaire jusqu'à son exploitation maintenance, y compris le cycle de vie global avec démolition, et comment toute cette information, quelle que soit la catégorie d'information, va être structurée, va être partagée, va être mise en œuvre et va permettre donc d'éviter un certain nombre de choses. Alors,
Bon, je vais parler un peu en image parce que c'est souvent ce qui est le plus clair. Dire qu'on a fait un projet BIM en mettant une maquette numérique et la capacité de regarder dedans, c'est comme dire je partage un fichier Word dans lequel j'ai la page de garde et la page 4e de couve qui sont faits sous Word et le reste, c'est des scans de documents que j'ai fait à la main. C'est exactement la même erreur, la même bêtise. Et donc, si tout n'est pas fait correctement dans le même système, ça ne marche pas. Et donc, là, une des méthodologies d'approche sur une formation en BIM, c'est de mettre tout le monde dans une salle avec des post-it, vous savez, les carrés qu'on colle, et d'essayer de faire partager la création d'une boîte, avec ce qu'on veut dedans, mais groupe par groupe, ils ne savent pas quel est l'objet, et par l'échange, les post-it collés sur des murs, on va savoir de quoi on parle. Et petit à petit, on va co-construire ensemble. Une fois que ça s'est fait, on passe sur l'aspect informatique, c'est le portage. Et voilà, en gros, c'est pour ça qu'on a créé aussi cette histoire de label, c'est d'expliciter ça. C'est-à-dire que si on ne construit que par la maquette, on n'a rien compris. On a fait la page de garde et la page de conclusion. Ce qu'il faut, c'est vraiment construire petit, mais augmenter en flux continu, ce qu'on va proposer comme partage d'informations, qui a accès, comment cette information est organisée. Je ne vais pas ramener sur la normalisation de l'information, ce n'est pas l'objet maintenant, mais c'est ça, aujourd'hui, de faire une formation en BIM. Et quelque part, on va devoir évoluer vers la systémique d'un projet. On parlait tout à l'heure de l'industrie, le monde de la construction est la seule industrie qui est peut-être l'une des plus vieilles au monde et qui n'ose pas se dire que c'est une industrie. On construit toujours un prototype. Et ben voilà, construire en BIM, c'est essayer de faire un prototype virtuel, un jumeau numérique, et essayer de se poser tous les problèmes en amont et pas en aval. Donc là, on est vraiment sur la systémique de projet et on change. Voilà, après, on peut appeler ça de la méthode agile, du lean management. Tout ça, ce sont des approches méthodologiques. Mais avant tout, il faut comprendre qu'on est dans une industrie et que, comme toute industrie, il faut être capable de normaliser, il faut être capable de standardiser, il faut être capable de mettre en place un certain nombre de processus qui sont partagés. Magnifique. Dans ce cas-là, tu vois, en ce moment-là, tu commences, pour moi, à découvrir les petites parties des zones dans lesquelles on va trouver d'argent. Parce que c'est à un niveau des répétitions, à un niveau de toute cette partie des process industriels qu'on va trouver des capacités de gagner, ou pas gagner, parce que c'est plutôt arranger, trouver des économies dans les moments de répétition. Si on va avoir le même type de processus chaque fois, on sait quand je peux utiliser modèle, je peux utiliser standard, bon, on va appeler ça qu'on veut, mais ça nous permet de les répéter ça pour les prochains chantiers dans les façons beaucoup plus efficaces, dans les façons plus, avec les moins des erreurs qu'on peut établir, finalement, ça va signifier que je vais gagner d'argent avec les BIM. Ça, c'est exactement ce que je cherche. Mais bon, on va essayer. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ranger de l'information, c'est prendre un grand placard et savoir dans quel tiroir on met l'information. Si on met tout en vrac pour trouver une chose, c'est compliqué. Si on commence à se dire qu'on organise, eh ben, nous, on retrouve plus facilement nos affaires. Et si on partage cette organisation avec d'autres acteurs, tout le monde peut venir chercher l'information là où il le veut. Et effectivement, c'est ce qui est là la source, alors peut-être pas de profit, mais au moins de diminution des coûts. Et si on diminue les coûts, on a quand même gagné de l'argent. Oui, très bien. Je pense que tu as touché les deuxième parties, mais bon, on va parler ça un petit peu plus tôt dans notre discussion. C'est aussi des parties d'interopérabilité, les liens entre les différents acteurs dans le parti des processus. Parce que ça aussi, on peut traiter des chantiers qu'on a une petite atome, petite unité centrale, mais aussi on a des différents types d'interfaces nous devons travailler aussi pour l'assurer que ça marche dans la façon efficace. Et aussi, ça c'est pour moi la deuxième partie qu'on peut trouver certaines économies. Moi, je peux ajouter ce que Emmanuel a visualisé avec l'exemple de Pierre Collet avec les POSIT. C'est important de comprendre le BIM depuis la phase de la conception. C'est pas juste une façon de construire, c'est pas juste une façon de faire les choses qu'au chantier. Le BIM commence dès que le projet naît
jusqu'à les projets morceaux. Donc, on peut faire tous les différents étages avec le BIM. Et c'est important ça, parce que sinon, au milieu du projet, c'est comme si tu changes ton scénario, ton méthode de travail. Donc, tu vas bien sûr avoir beaucoup de pièges, beaucoup de petits blocages dans ton schéma. Donc, si tu commences avec le BIM, avec une bonne éducation aux étudiants, par exemple, dès qu'il arrive dans son projet, il commence avec une mentalité face au BIM, non? Avec le BIM comme le premier objectif de façon de travailler, ça ira mieux. C'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, la première question que je pose à quelqu'un qui me dit je veux faire du BIM, je lui dis est-ce que tu partages ton agenda? Si déjà la notion de partage d'agenda t'est inconnue, on aura du mal à poursuivre. Et inversement, les jeunes ont cette capacité de partager tout et n'importe quoi. Merci les réseaux sociaux. Et du coup, pour eux, c'est beaucoup plus naturel parce que ça a toujours été quelle est la production de valeur? Est-ce que c'est de détenir la donnée qui est la production de valeur ou est-ce qu'elle est capable d'en faire quelque chose? Et c'est ça souvent la question financière. C'est-à-dire que si je garde toutes les données tout seul et que j'empêche tout le monde d'accéder à mes données, finalement, je n'aurai pas gagné d'argent parce que tout le monde s'en moque de ma donnée. Aujourd'hui, elle est libre, elle est ouverte. Et je vais retourner à la topographie, mais si on prend un scan d'un bâtiment 3D, si c'est juste pour avoir l'enveloppe extérieure, on l'a gratuitement en allant sur une plateforme de type Google. C'est pas ça qui apporte la valeur. Ce qui va apporter la valeur, c'est la capacité qu'a le producteur de données de relier différentes scènes captées par le scan avec la même précision, le même degré d'information et capable de se qualifier cette action. Et donc inversement, quand l'architecte va travailler sur ces données-là, il faut qu'il soit capable de dire si sa donnée est précise au centimètre près ou à 10 mètres près. S'il fait un zoom sur un document issu d'une plateforme de type Google, son zoom, il ne va rien lui donner comme information. Donc la capacité de produire, c'est avant tout la capacité de partager et que chacun des métiers liés à la construction, eh bien, sa valeur ajoutée sur l'information qui lui est donnée. Et c'est ça la production de valeur financière, c'est d'être capable de pouvoir associer son savoir sur une valeur qui est partagée. On est d'accord. Je pense qu'on a vraiment de cette partie-là qui va nous différencier et qui va nous ramener finalement des transformer de la société, de mode de construction. En regardant, je pense que c'est Enrique qui remarqué quand il y a des petits statiques sur la ligne de Manuel. On est désolé, mais bon, on va essayer de régler ça. Normalement, ça doit être bon là. Ça va, Magnifique. Il y avait petit bruit en arrière, on ne pouvait pas t'entendre. Ouais, mais bon, vous imaginez maintenant, on ne peut pas faire les retours, on ne peut pas faire les retours du rewind pour le changer. Tout est live, c'est-à-dire on va vraiment faire dans toutes les domaines. On fait du BIM, on partage l'information, on trouve une solution partagée. Magnifique. Donc, on commence avec la deuxième partie de l'entretien après cette partie d'information de BIM, comme ce que Manuel pense au BIM pour les étudiants de son école. C'est la partie de Building Smart France et tout ça qui a relation avec le BIM en France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Building Smart, c'est une organisation connue mondiale qui a le pouvoir de gérer l'adoption du BIM dans différents domaines de la construction. Et chaque pays a son petit bureau, comme on dit ça. Emmanuel fait partie de celui en France. Donc, tu peux partager avec nous sur quoi tes affaires dans le Building Smart France, Emmanuel. Et donc, effectivement, Building Smart France, c'est ce qu'on appelle le chapitre français de Building Smart International. Le premier mot est le bon. Voilà, c'est la maison de l'Open BIM, à savoir le partage ouvert du BIM. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme différenciation entre l'Open BIM et le Close BIM? C'est le fait que ce soit des formats complètement partagés avec une transparence complète. C'est des IFC qui sont connus sous ce nom-là. Donc, effectivement, Building Smart France, comme toutes les composantes nationales de Building Smart International, on participe à tous les travaux à l'international. Et nous-mêmes, on est porteurs d'un certain nombre de projets
Donc, notamment des projets d'organisation, le BSDD par exemple, pour l'organisation des données sémantiques, etc. Et donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'aspect formation. Qu'est-ce que la formation en BIM? Alors, d'abord, il y a plusieurs définitions dans les métiers. Lorsqu'on parle de BIM coordinateur, BIM manager, BIM modeler, il y a eu un certain nombre de travaux nationaux et internationaux qui ont arrivé à une sorte de concept partagé de ce qu'on pourrait appeler un BIM manager, un BIM modeler ou un BIM coordinateur. Donc, à partir de ces définitions-là, on a essayé de transcrire ça sur des référentiels de compétences permettant de s'assurer que les centres de formation, je parle de tout niveau de formation, on parle du menuisier de base à formation d'un jour à l'ingénieur ou au docteur, formation de plusieurs années. On parle bien de la même chose. Le principe étant de bien clarifier que les processus, les méthodologies, l'ouverture soient bien respectés dans le système de formation. On n'est pas là, nous, en tant que censeurs de formation, on n'est pas là pour dire il faut faire ça ou pas ça, mais toutes les formations qui souhaitent obtenir ce label doivent nous montrer qu'ils ont bien une approche collaborative partagée. Une formation d'une journée pour un menuisier, on est capable de lui expliquer les acteurs, comment est-ce qu'ils partagent de la donnée, comment est-ce qu'ils récupèrent de la donnée, qu'est-ce que l'IFC, pourquoi est-ce qu'il faut un système partagé, pourquoi est-ce que le logiciel est important, mais ce n'est pas le centre du système. Et on peut le faire en quelques minutes ou on le fait en quelques jours, heures, mois, selon le degré. Donc, le principe, c'était d'arriver à trouver un référentiel commun, partagé, du point de vue professionnel, c'est-à-dire du point de vue des systèmes de formation, pour dire est-ce qu'on est bien dans cette mouvance de l'Open BIM, et inversement, pour les gens qui cherchent des formations, aujourd'hui, l'offre de formation en BIM est démesurée. On peut trouver tout et son contraire, et ce n'est pas facile. On s'est mis à la place de la personne qui dit « moi, je voudrais apprendre et vers quoi je vais aller ». Et donc, on a affiché des critères ouverts qui sont partagés, c'est sur notre site internet, qui fait que la personne, journée de formation, elle sait que si elle va dans un système labellisé, elle aura bien une compréhension de l'écosystème dans sa globalité. Alors après, effectivement, on peut avoir des formations longues ou courtes. On a vu des formations labellisées, par exemple, ce qu'on appelle un CAP, c'est une classification de niveau ouvrier pour des menuisiers, où les enseignants, l'équipe pédagogique avaient bien compris ce que c'était qu'un partage d'informations et le faisaient travailler sur de la recherche dans une maquette pour faire les mesures, pour faire la transmission d'informations, pour faire la sélection des problématiques matériaux. Tout ça se faisait vraiment de façon fluide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver non pas à être censeur, on n'est pas là pour dire c'est une bonne ou une mauvaise formation, ça c'est pas notre problème, c'est le problème du marché, de la qualité des formateurs, mais notre objectif était de donner une grille de lecture qui soit ouverte, maison d'Open BIM, qui soit ouverte et partageable. Donc ça, c'était un premier travail qui a été fait, qui est extrêmement important au niveau de Building Smart France, parce que ça a permis justement de rapprocher des acteurs qui ne se parlaient pas. Le monde de la formation continue, le monde de la formation initiale, le monde de l'enseignement supérieur, ce sont des acteurs qui sont dans les mêmes domaines d'activité, mais qui se parlent peu. Donc là, il y a eu un travail collectif qui a été fait. Et puis derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est aussi attaché à créer le référentiel français correspondant à la certification individuelle de compétences proposée par Building Smart International. Et ça, c'est très, très important et ça a été compliqué à faire, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on est sur un système partagé au niveau international. Que vous ayez cette certification en Espagne, en Pologne, au Canada, au Singapour, c'est le même système qui est évalué. Ce qui veut dire qu'on a bien la capacité de partager une notion de compétence. Les premiers niveaux sont faits, Building Smart International propose les niveaux suivants et on suivra cette activité-là. Est-ce que je peux t'interrompre juste 2 secondes pour les comprendre un petit peu mieux, les parties? Bon, je comprends les parties formation, mais j'ai déjà passé des différents types de formations de ma vie et ça, il y a toujours les parties de déconnexion entre les parties de formation et vie réelle. Et pourquoi je voulais dire ça? Parce que maintenant, quand tu regardes je sais qu'on s'est un petit peu
j'exagère dans le sens quand j'ai essayé de mettre mon point, mais il y a certaines parties des tâches d'activité, tu peux trouver facilement sur le type de partage d'informations sur les YouTube, dans lesquelles tu vas voir les détailler 1, 2, 3, 5, 6 points quand tu dois suivre pour effectuer la tâche et quand tu dois avoir dans chaque étape des résultats. Et je trouve, et quand tu regardes les explosions des sites qui proposent de ça, dans les 3 minutes, tu vas faire ça, dans les 5 minutes, tu vas faire ça, comment je vais mettre les montois correctement parce que tu regardes les sites, est-ce que tu penses toute cette partie de formation typique, traditionnelle, ils sont utiles parce que je pense que notre monde de transformation, de formation aussi, ça arrive aussi dans cette partie-là. Comment vous réagissez? Comment vous voulez s'adapter dans ce nouveau monde de formation immédiat? Donc, ce que je disais, nous, on ne se positionne pas en tant que censeur ou en tant que conseiller pédagogique. Donc, Okay. ce qu'on regarde, c'est comment l'entreprise, je vais prendre ce terme d'entreprise un peu générique parce que ça peut être des écoles, ça peut être des universités, ça peut être des centres de formation professionnelle. Voilà, le système de formation, l'organisme de formation travaille. Et justement, c'est la question qu'on leur pose. Comment vous faites? Est-ce que vous faites d'une façon très séquentielle, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4? Est-ce que vous êtes sur un mode projet? Parce que BIM, c'est un mode projet. Donc, comment est-ce que vous allez le faire? Je citais tout à l'heure cet exemple de formation à la menuiserie. Ils nous ont expliqué le mode projet. Les étudiants travaillent concrètement sur la réalisation de vrais projets professionnels et les enseignants ont adapté la pédagogie pour qu'ils suivent un process de travail qui est un process BIM. Et donc, effectivement, si on arrive sur un système très siloté avec des parties académiques très différentes les unes des autres, sans lien. J'essaie, parce que je ne veux pas me mettre, justement, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de ne pas se mettre en tant que juge de formation. On n'est pas dans ce rôle-là. Mais donc, s'il n'y a pas de lien, si ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que nous, on trouve que la formation n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on trouve qu'elle ne répond pas à une problématique de formation, à un concept de projet. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ça, parce qu'effectivement, sur YouTube, ça nous arrive de faire un peu des états de l'art de tout ce qui se passe. 2 vidéos qui se suivent vont raconter des choses complètement opposées. Quelqu'un qui est novice, comment fait-il pour savoir lequel a raison, lequel a tort? Des fois, nous, on y a déjà du mal en tant que professionnel. Et donc, c'était ça, cet objectif, c'était de ne pas être ni censeur, ni juge au sens de la qualité. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait une qualité, sinon, mais il faut que le process pédagogique soit clairement explicite et justement répondre aux nouvelles approches. Et donc, on a vu sortir des formations extrêmement intéressantes qui incluent la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui nous montrent que les étudiants sont capables, ne serait-ce que par du partage de données, c'est-à-dire que l'enseignant ne donne pas un devoir à faire, l'enseignant propose un sujet et les étudiants créent un workflow pour lequel l'enseignant n'est qu'un acteur du workflow. Et quand la pédagogie se met comme ça, la formation se passe bien. Il ne faut pas confondre, il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre, c'est la formation métier. Je suis conducteur de travaux, je suis ingénieur, je suis architecte. Ça reste la formation du métier et la formation aux approches métiers. Donc, souvent, l'image que je donne, c'est j'ai bien compris ce qu'est Instagram, j'ai bien compris tout ça techniquement, mais je ne suis pas de la génération d'utilisation d'Instagram. Par contre, un jeune, il n'a pas tout compris comment ça marche techniquement, mais il va partager toute sa vie sur Instagram. Et nous, en tant qu'organisme de formation, il faut qu'on fasse matcher les deux. Et souvent, c'est quelque part les vieux, et je me mets dedans volontairement, on a tendance à essayer d'adapter nos méthodes anciennes à un nouveau processus, là où les jeunes, on les a formés directement dans ce processus. En fait, ils sont BIM natifs. Et c'est ça qu'on essaie de voir dans l'approche pédagogique des centres de formation qui postulent au label, c'est si ce concept-là arrive. C'est-à-dire si on essaye de faire abstraction de comment on faisait avant pour dire directement, alors pas que aux jeunes, hein, même en formation continue, eh ben on va prendre un projet, puis on va travailler ensemble pour approcher d'une méthodologie qui n'est pas forcément celle que vous aviez l'habitude de faire, mais qui est celle qui va vous amener vers le BIM. Ok, très clair.
Une question, Manu, tu as mentionné deux paroles très intéressantes pour moi. C'est la réalité virtuelle liée au BIM. Et c'est aussi les nouvelles outils comme pour l'enseignement, comme Instagram, YouTube, tout ça. Ça, c'est très bon. Ça attire les jeunes personnes du BIM, les jeunes étudiants. Mais ça rentre comment dans les personnes qui ont déjà un chantier, qui sont 40, 35 ans, 60 ans, et ils vont pas changer ces manières de faire les choses. Et est-ce qu'ils sont quand même also attirés par les nouvelles technologies ou pour eux, il faut mettre le BIM d'une façon différente? Alors, je vais revenir à l'exemple du smartphone. Effectivement, aujourd'hui, je sais pas, il y a 80% des gens qui ont des smartphones et tout âge confond. La question étant de savoir qu'est-ce que je demande à mon smartphone. Et là, je dirais c'est la même question pour le BIM. Je suis habitué à travailler depuis 45 ans sur une méthodologie. Non, je ne vais pas tout transformer. Simplement, l'intelligence de la formation que je peux suivre pour me passer en mode BIM, c'est de savoir quelles sont mes limites, à quel moment je vais travailler avec un jeune, parce que moi, ce n'est pas moi qui vais rentrer dans tel ou tel processus informatique, d'organisation de la data, ce n'est pas mon problème. Donc, en fait, il faut savoir quelles sont ses compétences de départ, comment ces compétences, je les transforme pour utiliser une nouvelle approche méthodologique et les nouveaux outils associés. Et c'est pour ça que le smartphone, on peut faire cette comparaison. Je ne développe pas des applications pour un smartphone, je ne vais pas toute ma vie passer avec Twitter, Twitch ou je ne sais pas quoi, mais par contre, j'ai bien compris que quand j'ai besoin d'aller chercher mon compte en banque ou d'aller chercher un billet de train ou d'avoir une information, je vais apprendre à utiliser et il faut que je sache à quel moment, moi, je peux rentrer dans un système plus complet. Et ça, on n'a pas besoin d'être tout jeune pour faire ça. À 60 ans, je peux être capable de le faire. La question est de savoir, est-ce que j'ai envie de me remettre en cause? Ça, c'est individuel, premièrement. C'est vraiment ça, ouais. Et pour le temps que j'ai ici. Est-ce que je vais faire du BIM watching, BIM bashing, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est-à-dire de faire semblant de dire je suis super high-tech, alors qu'en fait, je ne comprends pas. Et je reprends mon exemple de fichier Word. Vous avez vu, hein, j'ai sur ma page de garde, en fait, à la fin, c'est que des documents scannés. Il faut, voilà, et c'est là où les systèmes de formation sont importants. Moi, j'ai fait de la formation avec des gens qui avaient 60 ans en BIM. Voilà, une fois qu'on a cassé la mythologie de c'est que de l'informatique et qu'on est bien sur du processus, les gens qui ont appris à travailler il y a 45 ans, ils ont de toute façon évolué dans leur métier. Ils ne sont pas restés. Si on fait 45 ans, il n'y avait pas AutoCAD. Aujourd'hui, il n'y a plus AutoCAD. Je passe ce cap. Et donc, ils ont appris à dessiner à la main, ils ont appris à regarder un fichier, ils ont appris à transformer un fichier. Voilà. Est-ce que ce seront des bons modeleurs? Non. Mais en même temps, un ingénieur qui a 45 ans d'expérience, on ne lui demande pas de dessiner. Hein. On lui demande c'est d'autres compétences qu'on va lui demander. Oui, ça c'est pas mal, mais de l'autre côté, tu vois, je pense en regardant le parti BIM, il y a de certaines connaissances qui étaient dans les têtes des ingénieurs qui partageaient son savoir-faire. Aujourd'hui, on peut qu'on peut bien implémenter dans les modèles BIM. Hein. Si on regarde par exemple l'ingénieur qui fait les parties des descentes des canalisations et les deuxièmes qui fait les parties structures, avant c'était les grandes discussions qu'on a parlé. Aujourd'hui, c'est une des clics des boutons dans lesquels tu vois tous les conflits entre les murs des canalisations, des dimensions, etc., etc. Dans ce cas-là, je pense, on est d'accord, ça c'est les parties, comment on peut travailler avec BIM, mais il y a c'est-à-dire il y a deux choses on va pas utiliser facilement. Et bon, il y a des adaptations. Je suis d'accord avec les personnes expérimentées pour apprendre, mais il y a certaines choses qu'on va pas utiliser cette expérience de ces gens-là parce qu'il lui-même. Et l'outil qui est utilisé correctement, c'est que tu as dit au début, ce n'était pas uniquement des fichiers Word, mais avec toutes les informations contenues, etc. Ça peut mettre les choses qui marchent. Ouais, pas mal. C'est passionnant quand même qu'on voit des changements de cette industrie. Tu as raison qu'on s'est évolué énormément, mais on est quand même en retard. On est en retard assez bien par rapport à toutes les autres industries. Quand tu regardes les parties manufacturing en général, il y a vraiment des résistances. De temps en temps, je ne pense pas qu'on ne sait pas d'évolution. Il y a des résistances d'acteurs
ou mise en place de plateformes qui communiquent, qui ouvrent, qui discutent, qui nous aident de faire de mieux. Hein. Je ne comprends pas cette résistance, sérieusement. Ben, je partage ce constat. Effectivement, c'est le fait de devoir partager de l'information, c'est pas natif pour beaucoup de gens d'abord. Et une des premières résistances, c'est j'ai peur de perdre ma plus-value si je partage ma connaissance. Et un gros challenge dans le BIM, c'est le partage de connaissances métiers. Je ne parle pas de connaissances BIM, je parle de connaissances métiers. Effectivement, avant, qu'est-ce qui faisait que deux ingénieurs parlaient ensemble? C'est que chacun était super balèze dans son domaine et sans eux, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire des recherches de conflits. Maintenant, ce n'est pas le système qui dimensionne. Il faut quand même des ingénieurs qui soient encore capables de dimensionner. Après, il faut faire attention, pour moi, il faut faire attention à deux choses. La première chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que si on veut faire du BIM, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je le fais, mais on ne fait que de la façade. Il y a encore, alors Enrique a affiché progression en France, il y a des sociétés qui ont vraiment fait le pas, et ce n'est pas forcément de très gros groupes, ça peut être aussi des petites entreprises qui travaillent vraiment de façon naturelle dans ce process-là. Et pour eux, le gain est évident, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont moins de perte de temps, ils ont la capacité de mieux gérer, mieux organiser, mieux planifier, et donc il y a un gain de temps et d'argent. Et puis, il y a des sociétés qui font semblant de faire du BIM. C'est un affichage, un peu comme le greenwashing dans les problèmes de développement durable. On affiche du BIM, mais en réalité, surtout, on n'en fait pas. Et ça, c'est cette réticence-là qui est très compliquée à gérer, parce qu'on voit des étudiants aller dans les entreprises parce qu'ils sont pris justement pour aider au développement du BIM. Et en fait, quand on les voit rentrer à l'école, ils sont très dubitatifs en disant bah non, dans l'entreprise, en fait, on m'a mis dans un coin, on m'a fait faire une maquette pour faire bien, c'est joli, mais au final, on a tout fait à l'ancienne. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut accepter que le chef d'entreprise n'est pas là pour savoir faire du BIM. On s'en fout. Il doit être là pour donner la direction. C'est-à-dire qu'il doit comprendre qu'il y a une évolution dans les méthodologies, dans les approches, et il doit être capable de faire confiance à ses équipes. Ouais. L'exemple qu'on peut donner, c'est le chef d'entreprise, il ne va pas acheter un marteau-piqueur. Il va dire à son mec, OK, voilà un budget et tu me trouves le meilleur marteau-piqueur. Et ben dans le BIM, c'est pareil. Ce n'est pas à lui de mettre en place les systèmes. Lui doit dire à son équipe, et non pas en descendant hiérarchique, c'est-à-dire le chef a dit, donc on fait, mais il doit être capable d'être porteur de ce changement. Et c'est ça qu'on lui demande. C'est important la conception du chef d'entreprise qui a la compréhension globale du BIM, parce que sinon, c'est comment les instructions qu'il donne aux autres personnes d'entreprise. Il faut faire ça en BIM, je te donne cet argent là-bas, tu l'investis où le moins cher, qui peut nous donner le modèle le moins cher. Et donc, il faut que du management level, du niveau de la compagnie qui prend des décisions, ils ont de la connaissance du BIM, ils ont de la compréhension du BIM, ils sont compris avec ça. Mais je pense, Emmanuel, je peux te donner des petites anecdotes qu'en travaillant, parce que à part de faire le BIM café, qu'on boit des cafés avec Enrique, on essaye aussi de travailler avec les différentes sociétés pour de donner des conseils, pour travailler avec les processus exactement, pour le partage d'informations. Et on est contacté par une entreprise qui nous demandait des évaluations de situation BIM. Et les premiers constats, c'était d'abord le PDG qui nous dit on a déjà fait BIM, on a déjà fait un investissement, on ne fait rien en plus. Et on a regardé les modèles, et c'était cette année qu'on a fait cette analyse, les modèles, c'était de 2018, je pense. Hein, oui, 2018-2017. Ouais. Et on dit, bon, mais maintenant, vous comprenez, non, mais peut-être vous avez tout investi, vous avez fait tous nos modèles, etc. Mais votre entreprise, avec votre produit, ils sont déjà évolués pendant les 4 ans. Et vous n'avez pas évolué, vous. Hein, parce que ça, vous avez mis votre boîte, on a dit, on est tout dans le BIM, on est super, personne qui utilise, mais c'est normal, parce que vous avez des produits 4 ans en arrière de toutes les choses vous faites aujourd'hui. Il n'était pas capable de comprendre. Il dit, mais les mots BIM marchent, c'est-à-dire les modèles, ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez?
Et c'est là où la direction doit être portée par les responsables des entreprises, mais après, c'est un travail comme un autre, et ce sont des gens qui doivent adapter les outils, les méthodologies en fonction du projet. Peut-être que sur je ne vais pas citer de logiciel parce que je pense que ce n'est pas le lieu pour en citer, mais peut-être que pour un projet, il faut un logiciel A avec une plateforme B, pour un autre projet, il faut un logiciel C avec une plateforme D. Et ça, ce n'est pas le chef d'entreprise c'est pas son rôle. Et beaucoup de personnes, alors je refais encore mon parallèle avec le smartphone parce que c'est assez représentatif, disent voilà, j'ai acheté l'iPhone 24 000 et vous pouvez faire du lidar avec, donc il n'y a plus besoin de prendre de modèles 3D issus d'un scanner ou d'un lidar professionnel. La personne n'a pas compris l'objet, n'a pas compris l'objet même de ce qu'il demande. Ce n'est pas le bon outil, ce n'est pas les bonnes méthodologies. Donc, pour faire un levé de lidar, pour vendre un appartement et donner une petite idée de la configuration géométrique, très bien. Pour en faire un métré et une étude de conception, pas bien du tout. Et voilà. Et ce n'est pas parce que le produit vaut cher qu'il est bon. Il faut vraiment des gens qui soient capables d'adapter. Et c'est bien là où on parle d'un métier, de BIM manager, etc., qui sont capables d'adapter les solutions, au sens large du terme, aux besoins du chantier à tenter. Et comme le BIM est considéré comme une grande nouveauté, même si tout à l'heure j'ai dit on peut remonter à l'Antiquité, c'est considéré comme une très grande nouveauté, c'est donc du domaine de l'innovation, et donc ce sont des gens qui vont chercher à être toujours le plus performant au niveau informatique, sans s'apercevoir qu'effectivement, il y a des mises à jour qui sont à faire, il y a des choses qui vont faire évoluer le process. Et se retrouver dans un système complètement fermé, ça fait ça. 4 ans après, on s'aperçoit que le système n'a pas évolué parce que justement, il est tellement fermé, tellement bloqué. Et puis qu'on a mis le gros chèque qui allait bien il y a 4 ans, on ne va pas en mettre un deuxième aujourd'hui. Emmanuel, je vais citer les grandes boîtes américaines qui n'est pas très aimé par tout le monde, mais est-ce que tu penses qu'on a besoin les Amazon dans le monde des constructions? Je sais qu'Amazon il fait beaucoup de mal aussi pour les différents jeux de players, mais dans les parties conceptuelles de transformation du marché, c'était une des acteurs majeurs. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de quelqu'un comme Amazon dans le monde des constructions pour accélérer des choses? Alors, je ne sais pas si on a besoin d'eux. Je crois que la question, elle n'est pas est-ce qu'on a besoin d'eux. La question, ils sont déjà là. Et si on prend ce qui se passe à Las Vegas tous les ans à l'ECS, alors du coup, ce n'était pas Amazon que j'avais en tête, mais il y a Google, mais Amazon aussi. Aujourd'hui, les plateformes de cloud sont portées par ces grands opérateurs. Et quand on parle du BIM paramétrique, par exemple, aujourd'hui, Google a des projets extrêmement avancés, notamment sur la construction hors site avec tout ce qui va être la construction off-site, pour faire simple. Ils ont des projets et aujourd'hui, je dirais que c'est la même différenciation qu'entre la géographie traditionnelle et Google Maps. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps. Alors, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du mal? Je dirais que ça permet de démocratiser un certain nombre de concepts. Donc, ça fait du bien. Après, il faut faire attention parce qu'un jour, on va se réveiller comme certains opérateurs nationaux se sont réveillés avec des cartographies vachement plus performantes, gratuites sur Internet, qui ne font pas la même chose. On est bien d'accord, c'est des métiers différents. Mais aujourd'hui, par exemple, pour déposer un permis de construire dans une collectivité, il y a de fortes chances que des plateformes comme Google se mettent à vous sortir toute la liste des paperasseries administratives à faire, tout enregistrement du dossier avec un petit coup de SketchUp dessus. Finalement, vous allez sortir quelque chose qui sera correct. Donc, ils sont là, ils sont déjà là. Et franchement, le ECS de Las Vegas montre qu'il ne faut pas les considérer comme anecdotiques, justement. Ils sont bien présents. Bon, je pensais qu'on va vers un petit peu plus de temps, mais je pense que tu as raison. Je pense que tu es toutes les innovations, toutes les parties des démocratisations des cartographies, ça avance de ce côté-là. Et on est quand même en Europe un petit peu en retard. Quand on regarde les partis chinois, les partis américains et Europe, un petit peu, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur notre souveraineté de niveau opération et géographie, cette partie-là. Ouais. Mais bon. Après, si on compare avec d'autres pays internationaux, je pense à la Chine, par exemple. Alors, on ne va pas défendre le modèle chinois, ce n'est pas du tout mon propos, bien au contraire. Mais par contre, il faut reconnaître que quand on a un système très autoritaire qui dit ce projet doit être fait en BIM, full BIM,
on parle bien de 100% BIM et on ne se pose pas la question et tout le monde doit être dedans, on voit qu'il y a des projets qui sortent en un temps record, des lignes de métro, des extensions de lignes de métro. On voit des systèmes de management de l'information en exploitation issus des maquettes DOE et de tout le process BIM construction. On voit que ça marche. Après, est-ce qu'il faut faire comme eux à marche forcée avec tout? Non. Mais il faut que le process soit adapté et surtout, il faut que les gens y voient leur intérêt. Alors, je reviens sur le retour sur investissement. Effectivement, un des plus gros intérêts pour convaincre les gens, c'est de leur dire vous avez gagné des sous. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Oui, il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Pas imposé. C'est pas imposé par les robots. Oui. C'est les parties qui, moi, je cherche. Et je ne cherche pas parce que j'ai besoin d'argent, mais je ne cherche pas parce que je pense que c'est les meilleures méthodes pour les convaincre toutes les gens qui ne croient pas, pour l'avancer plus vite. C'est tout, c'est assez simple. Mais c'est une métrique, c'est une KPI qui est utilisée partout dans le monde. Je mets en dollars, je mets en euros, j'ai reçu en 20. OK, bon, ça c'est bon KPI. Est-ce que ça va être les… Bon, je cherche. On va chercher. J'espère on va trouver dans les 7 saisons des BIM Café avec Enrique, on va trouver d'argent finalement, parce que ça, c'est mon but d'être trouvé d'argent. Voilà, la question de l'argent, elle est fondamentale. C'est-à-dire que, alors j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est tellement colossal qu'en fait, il y a un moment, j'ai toujours peur de dire une bêtise, mais l'imperfection et la malfaçon dans le monde de la construction représentent des sommes astronomiques en milliards au niveau mondial, en milliards de dollars, d'euros, tout ce qu'on veut. Et si on limite l'imperfection et la malfaçon, on récupère déjà ces montants-là. Alors, j'ai plus le montant exact, il avait été chiffré au niveau international, c'est colossal. Donc, déjà, si on ne fait qu'une fois les choses et qu'on les fait correctement dès le départ, on gagne des sous. C'est ça le fait. L'argent, il est déjà là. Il faut économiser du budget général qui, dans la construction, l'argent, il est là. Et le BIM doit être pas forcé, mais un peu poussé ou incentivé par le gouvernement ou des autres compagnies pour que les personnes aient ce petit pouce qu'ils ont besoin pour se lancer au BIM. Parce qu'avec ça, on peut avoir beaucoup de bénéfices, de profits de l'argent qui est déjà sur la construction. C'est ça ce que Manuel vient de dire. Dans le domaine de la construction, il y a tellement beaucoup d'argent, mais les pourcentages qui en a des bénéfices, c'est pas vraiment élevé. Et la question qui se pose, c'est à qui profite le crime? Tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, c'est-à-dire que la malfaçon est un vrai business en tant que tel. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de réduire ça? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, mais quand tu regardes, par exemple, les grands chantiers type l'aéroport, les lignes de métro qu'on tu as citées, etc., sont les plus les d'argent contribuables qu'on peut économiser. Et une petite anecdote à nouveau, là, c'était, je travaillais avec les sociétés qui s'occupent de tous les conseils pour les erreurs de construction, pour la mise en place de tous les processus, pour les récupérer d'argent, de tous les défauts des constructions. Et quand j'ai discuté avec les différents acteurs dans ce process, quand tu fais la planification de ton projet, tu ajoutes les petits budgets pour les réclamations, des litigations, de tous ces trucs-là. C'est d'argent qui nous payons enfin contribuables dans tous les sens. C'est-à-dire, on peut économiser. Je sais où j'ai trouvé d'argent, mais bon, je vais essayer d'en faire plus concret. Enrique, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses importantes à dire? Est-ce qu'il y a des choses que nous devons faire quand nous voulons souffrir, Emmanuel, un petit peu, ou c'est bon? Non, je vois que c'est assez, Emmanuel, si vous avez plus de choses à dire, de partager, prenez la parole, sinon on commence à fermer l'entretien, mais bon, je pense qu'il a déjà parlé beaucoup par rapport aux différents cas. On a mis les questions ouvertes, mais lui, il a vraiment s'élargi dans cela. Donc, quelque chose à ajouter, Emmanuel, ou laisse BIM? Non, moi merci de m'avoir invité, merci de faire cet échange en français. Effectivement, c'est pas simple pour vous, c'est confortable pour moi, mais pas simple pour vous. Merci, je pensais qu'on c'était simple pour moi, même finalement non. Non, mais félicitations. Et puis voilà. J'ai apprécié beaucoup la façon dont tu as présenté les parties formation et standardisation. Je pense à cette partie qui est très, très riche pour nous dans les façons qu'on va chercher des économies, qu'on va chercher des bénéfices sur la partie des BIM et aussi les parties d'approche très, très ouvertes sur la partie d'échange dans les plateformes avec les normalisations. J'ai apprécié énormément parce que ça, je pense, cette façon-là, c'est uniquement cette façon-là qu'on peut y arriver de montrer des bénéfices
et de convertir des gens qui sont toujours pas convertis des religions BIM. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est pas lui, il est parti des coupables qui met les normes et toutes les standardisations. Non, mais la normalisation fait souvent peur, et à juste titre pour certaines choses, mais là, en l'occurrence, dans le cas du BIM, il faut passer la peur pour s'apercevoir que c'est vraiment un bénéfice pour tout le monde. Oh oui, il y a certaines normations on va pas partir vers le monde de normalisation parce que il nous faut encore 1 heure pour le discuter. Moi, j'ai certains cas qui sont pas nécessairement vraiment normalisation, mais ça, c'est les lobbies à niveau des communautés européennes pour mettre les normes pour assurer qu'on gagne des marchés. OK? Mais bon, on va pas chercher celui-là parce que ça, c'est les soucis du même. Hein? OK. Merci Emmanuel, merci Enrique. Merci Enrique, merci Piotr. Un peu de musique dans le background. Merci tout le monde pour regarder tous ces entretiens et les autres sur YouTube. C'est important de partager, se souscrire, s'abonner. C'est important pour le support, continuer à faire ça. De plus, entretiens en français, en anglais, en espagnol, en polonais, ça viendra. En toutes les langues disponibles dans le monde, on commence à étudier des autres langues aussi. Donc, Emmanuel, merci beaucoup pour prendre ton temps ici avec nous. Je vous en prie pour souscrire, s'abonner et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci Enrique. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Allez, ciao. Ciao.